Merci beaucoup. Merci Karine, surtout pour l'invitation. Je suis super content d'être ici avec vous, de partager quelques recherches empiriques en dira. Mais quand même, on est arrivé déjà à la conclusion, ça va être un peu plate. Parce que, comme Olivier a dit, oui, on fait un travail de décriminalisation, on va arriver à avoir des résultats inefficaces. Mais c'est ça l'histoire ici. Okay? Donc, les titres de la présentation, c'est entre Delors et punition, on force relation pour comprendre le changement dans la consommation de drogue. Les cas de la loi Rami ou Chili. Il y a quand même quelques prémices pour ouvrir la conversation. La première, certainement, les crimes sont socialement construits. C'est ça qu'a dit déjà David. David a parlé de ça déjà. Donc, toute la présentation que vous verrez est complètement liée avec les présentations qui étaient avant. Et cependant, de nombreuses théories visant à expliquer le comportement criminel et donc à influencer les changements, placent les douleurs et la punition parmi les facteurs possibles à prendre en compte. Comment? Si on donne des douleurs, éventuellement, on devra changer les comportements. C'est pour ça. Mais c'est ça qu'est-ce qui va trouver toujours dans les politiques publiques associées à la consommation des drogues. Si on donne des punitions, on devra trouver des changements dans le comportement humain. Et en partie de la relation de la punition des crimes est médiée pour la notion universelle des douleurs. Et personne, en fait, n'échappe des douleurs. Donc c'est ça qu'on dira parfois et attirant, la notion de que si on donne des punitions, on devra éviter les douleurs associées. Ça, on va changer les comportements. C'est un peu naïf, mais c'est ça qui est behind les politiques publiques associées à la consommation des drogues. Toutefois, même si les douleurs est universelle, son intensité peut varier, par conséquent, des peines différentes, font que certains crimes sont considérés comme plus graves que d'autres. On peut voir qu'effectivement, les cas de Chili, par exemple, il y a différents types de douleurs, punitions associées à différents types de consommation ou à différents types de commercialisation de la drogue. Donc, la relation entre les crimes et la punition n'est pas nécessairement linéaire, mais elle peut prendre différentes formes. Elle peut être collinéaire, décroissante, exponentielle et bien d'autres encore, comme on verra peut-être nul. Les types de punitions peuvent dans certains cas être plus efficaces que d'autres, en ce qui concerne le type de crime pour lequel en relation surface est établie. Qu'est-ce que je vais dire ici? Simplement, est que chaque fois qu'on arrive à avoir une conversation sur la politique publique associée à la consommation ou à la commercialisation de la drogue, devra avoir un type de punition associé qui essaie de changer la consommation, essaie de changer la commercialisation. Et quand on fait évaluation de la promesse de la politique publique, on devra voir si finalement la punition a une relation avec ces changements. Aussi, la prévention de la criminalité situationnelle stipule que le risque d'être observé en train de commettre un crime doit être augmenté ou que les bénéfices associés à un crime doivent être minimisés. Sachant que les actions criminelles pouvaient également fonctionner comme des compris entre l'offre et la demande, les punitions associées à l'une et l'autre pouvaient également avoir un effet sur la réduction de ces actions. Et si on arrive à penser encore une fois la commercialisation des drogues, on devra quand même incorporer quelques philosophies économiques pour diviser la relation offre et demande. C'est ça que dit la théorie, si on introduit des obstacles, soit à l'offre, soit à la demande, on devra avoir quoi? La diminution de la consommation. Donc, de ce côté, c'est déjà ici qui concerne les lois qui sanctionnent la consommation et le trafic de drogue. Des peines plus élevées signifient une diminution de la consommation de drogue. C'est ça. Car les personnes préfèrent éviter la punition. Des peines plus élevées ont un impact sur l'offre ou l'accès aux drogues, car il y aura moins de personnes qui vendent des drogues. On a
faire une introduction sur le marché. On évite que la personne consomme parce qu'il a la peine haut. Sinon, si on attrape les narcotrafiquants, il y a moins de personnes qui vendent la drogue. C'est ça, là, c'est comme si, quand même, si on pense. Mais la vie est un peu plus compliquée que ça, on sait. Donc, les cas, c'est la loi 20 000, ça c'est une loi qui est adoptée en février 2005, et il prend du temps pour définir qu'est-ce qu'il y a drogue. 300 000, en fait. Bon, on dit, on va décriminaliser la drogue, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'est la drogue. On arrive après. 300 000. Mais il y a le trafic de drogue, qui c'est un élément constitutif de la politique, parce qu'eux sont intéressés à attraper ou diminuer la commercialisation. Et va faire la distinction intéressante entre narcotrafic, microtrafic et consommation. Et c'est ça les corps de la loi, qu'on va voir qu'effectivement il y a des distinctions associées au type de punition. Donc, pour la commercialisation vis-à-vis du narcotrafic, il y a la punition pénale de 5 ans et 1 jour et à 15 ans d'emprisonnement. L'amende, c'est entre 3 000 et 35 000 dollars canadiens. Le microtrafic aussi est pénal et l'amende est plus bas. Et finalement, la consommation est non pénale, mais intéressant, c'est qu'on fait comme le cas de Portugal. Donc, on dit qu'il y a participation obligatoire des programmes de prévention, il y a service à la communauté, et les permis de conduire sont suspendus, etc., etc. Les seuls problèmes, un problème qui est summément important ici, c'est que la consommation, ça, on parle de la troisième caractéristique, n'est pas être considérée comme une consommation personnelle que par un juge. Lui ou elle décidera si la consommation est personnelle. Et si est personnelle, devra participer de tout le processus qui vient ici. Donc, aussi, parce que c'est important pour le contexte, notamment pour le Canada, si une personne cultive ou récolte des plantes de cannabis sans autorisation, elle risque une amende de 3 000 à 35 000 dollars canadiens. Et une peine de prison de 3 à 20 années. Encore une fois, c'est l'idée de pénalisation, mais établie dans la loi. Ici, un petit comique au Chili. J'ai fait la traduction. Des fois, quand on fait la traduction, l'humour n'est pas efficace, mais j'ai pas de ce quand même. Ici, l'ami dit, monsieur le juge, je ne supporte plus la culpabilité. Je suis venu me rendre, je suis un trafiquant de drogue. Le juge dit, désolé, mais nous ne sommes intéressés que par les consommateurs, monsieur le gars, et c'est mon nom jusqu'à la porte. Donc, il y a toute l'idée qu'effectivement, ce sont les consommateurs qui sont surviennent et va agrandir la population pénale. Donc, mais ça, c'est tous les côtés associés à comment est construit la politique publique associée à la consommation de drogue au Chili. Mais on sait que, parce que la vie est compliquée, les choses sont un peu quand même difficiles pour comprendre finalement quelle décision ou quel environnement la personne arrive à consommer. Donc, on a fait une étude générale pour arriver, c'est quoi les variables qui généralement expliquent la consommation. Et il y a les classiques, l'état civil, le sexe, les âges, la consommation de l'arme, la consommation des papas, et la consommation à quartier, etc., etc. Mais on devra considérer tout ça si effectivement la politique publique est efficace ou pas efficace. Quelle méthode j'utilise ici? J'utilise une étude casse-pérennitat transversale à mesurer et répéter. Les données viennent des comportements individuels agrégés. On était accusé à partir de 13 enquêtes transversales à mesure répétée qui représentent la population chilienne. Les N est 12 055. Et la source des services nationaux pour la prévention et la réhabilitation de la consommation de drogue et d'alcool. Et aussi l'information relative à l'impressionnement
on était recueillis pour la Gendarmerie de Chili et l'Institut national des statistiques au Chili. C'est quoi la variable de qu'on a utilisée? C'est ce que la personne a déjà consommé. Si elle a consommé cannabis, si elle a consommé cocaïne, ou si elle a consommé pasta base, la pâte base, comme les crack, un peu différent, qui vient de l'ADG, de la cocaïne, mais mixé avec les paraffines, les gasolines, etc. Et après, si la personne considère que l'accès est impossible d'obtenir, difficile ou très difficile, ou facile ou très facile d'obtenir. Donc, j'ai fait deux opérationnalisations de la loi. On dira l'opérationnalisation naïve. C'est-à-dire, existe pas, existe. C'est comme hier, il y a pas une loi, aujourd'hui, il y a une loi. Ça devrait avoir un changement. Ça, c'est comme naïf. Ça sert au 1. Par contre, j'ai dit, OK, non, on devra penser vraiment comment la loi est mise en place. On va considérer les personnes qui sont emprisonnées associées à cette loi. Et avant, il y a des lois de drogue aussi, et on va voir la différence qui a passé. Lui a montré déjà avec ses mains comment changer ça, va être exponentiel. Et variable de contrôle, âge, sexe, région. Région, c'est important parce qu'au nord de Chili, on a une interaction avec Pérou et Bolivie. Il y a beaucoup de commercialisation là et c'est associé vraiment fort à la type de consommation. Et aussi au Santiago, à ville dense quand même, donc il y a beaucoup de commercialisation. Tendance sous-jacente sortant et année. J'utilise les modèles de réaction logistique ordinaire pour comprendre les deux variables qu'on a parlé déjà. Ça, c'est le type de modèle que finalement on a travaillé avec. Et on sait que la réalité est compliquée, mais on a des limitations dans les enquêtes. On peut vraiment utiliser seulement sexe, âge, région et année. Et aussi, on peut voir ici qu'on voit comment la loi va éventuellement changer soit la perception d'accès et éventuellement comment va changer la consommation. Donc ici, on peut voir la progression des consommations et la progression des perceptions associées à l'accès. On peut voir que le cannabis augmente quand même sur le temps. Et on peut voir aussi que la personne qui trouve que l'accès à cannabis est facile est relativement stable et qui augmente en paix. Par contre, la cocaïne, c'est vraiment étable et augmente quand même sur la perception des accès. Et finalement, la pâte bas est vraiment bas. C'est 2 personnes qui déclarent qu'il a consommé en moins fois. Et la perception, quand même, c'est tout le monde pense qu'il est beaucoup facile d'arriver à trouver la pasta base. Ici, c'est l'opérationnalisation des variables des politiques publiques et de la loi. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'après 2005, l'impression des personnes a grandi de façon exponentielle. Et ça devrait avoir, on espère, en effet sur les changements et les comportements des consommateurs. Et puis, ok, si vous voulez un peu plus de détails, je peux donner. Donc, ici, c'est les résultats. Premièrement, sur l'accès, la perception d'accès. C'est un peu compliqué là. Je m'excuse avec ça, mais il devrait être marché. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est les messages. Premièrement, si on utilise l'approche naïve, succès total. Oui, la perception d'accès a diminué par chaque drogue. Mais quand on commence à ajouter des variables qui sont importantes, par exemple la tendance, on va voir qu'est-ce qui passe, que chaque fois qu'on met la population dans les systèmes carcéraires, l'accès va augmenter. La perception d'accès à la drogue va augmenter. Peu importe le type de drogue. Ici, on va parler des comportements associés à la consommation, c'est-à-dire comment la loi, finalement, a un effet sur les comportements, qu'est-ce qui déclare la personne sur la consommation. Qu'est-ce qu'on peut voir? Et
l'augmentation des êtres humains est associée à une augmentation de la consommation. La promise de l'abolition, on parlait de ça. En fait, qu'est-ce qui passe? Qu'il commence à grandir, à grandir, à grandir. Les seules choses qu'on a vues ici, on fait la distinction entre les deux périodes, avant et après, avec la considération des personnes qui sont impressionnées. Et on peut voir qu'il a diminué la déclaration des consommations est toujours positive. Okay? C'est un peu difficile de comprendre, mais ça veut dire qu'on va faire l'analyse maintenant de l'efficacité qui vient maintenant. La loi était positivement associée à presque 4% des personnes qui consomment cannabis au Chili avant et après 2%. Qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'il y a 30 000 personnes moins qui déclarent qu'elles consomment cannabis dans la population de 3 millions. C'est rien. La même chose avec la cocaïne. On peut voir qu'avant, c'est 3% associés à la consommation, diminue à 0,7%, et on peut voir qu'il y a 12 000 personnes à déclarer moins qui devraient avoir consommé. Dans un univers de 600 000 personnes. Et dans la pâte basse, il n'y a pas de relation. Quelques réflexions. Bon, l'effet de la loi dépend du type de drogue. Et il est possible de comprendre son effet sur l'accès et l'usage. La loi, plus précisément par l'augmentation du nombre de personnes en prison, est associée à une diminution de l'accès perçu à la cocaïne et à la passe-passe, pas nécessairement au cannabis. Donc, l'accès au cannabis a évolué d'une manière qui va au-delà de l'échange commercial, même si la culture pour un usage personnel non autorisé est criminalisée. Paradoxalement, l'augmentation du nombre de pensionnaires est associée à une augmentation de la consommation de chacun des drogues analysées. Toutefois, l'augmentation est basse depuis la mise en œuvre de la loi. La magnitude de l'effet total, en comparant les deux périodes, suggère une grande inefficacité de la loi. On pense qu'on va réduire la consommation, on ne réduit rien. En fait, si on est dans le côté de la punition, on peut voir que 30 000 personnes a diminué la consommation dans l'univers de 3 millions. Le nombre de personnes en prison qui vendent prétendument de la drogue a augmenté. Toutefois, la variation de la personne de la facilité d'accès a diminué seulement à 1%. On a fait un bon travail sur attraper les narcotrafiquants et tout ça, mais la perception a diminué 1%. Il ne change rien. Lorsqu'on considère les tentatives de réduire la criminalité après avoir diminué les profits qui sont associés, il est nécessaire de reconnaître que les structures des ventes de drogue peuvent prendre la forme d'une institution. Même si un nombre important de microtrafiquants sont arrêtés, la possibilité pour les marchés criminels de continuer à se reproduire reste intacte. Il est nécessaire de comprendre si la loi a aidé les personnes souffrant d'une dépendance de drogue. On ne sait pas ce qui est passé avec ce type de loi. Il faut commencer à approfondir les débats sur la relation entre la sanction et la consommation, ainsi que les autres types de substances. Je parle au Chili notamment, tant du point de vue des politiques publiques que de la recherche. La sanction élevée, l'approche de douleur qui est associée, ne parvient pas à modifier la consommation de drogue, même lorsque s'y est épanouissée de manière vague. Il semble, et on va faire encore une fois la relation avec Serge et David, il semble pertinent lorsqu'il est question de mieux comprendre la consommation de drogue, d'accord, on place grande attention aux perspectives de santé publique. Merci beaucoup.